Les gars, le podcast d'aujourd'hui est une présentation de Onibi. Yeah! Onibi qui est une eau d'excellente qualité. Absolument. En plus, c'est environnemental. C'est une canette en aluminium. Donc, évidemment, c'est 100% recyclable. Il y a 4 saveurs. 4 saveurs. Ici, on a la lime, on a Mûr, orange sanguine et fruits du dragon. fruits du dragon. C'est un produit local aussi, en fait, puisé dans une esquerre du côté de Lassar, dans le secteur de Lassar, en canetté. Ça se dit-tu? Embouteillé, mais en canetté. En canetté dans le qui secteur fait- d'Amos. Ouais, puis c'est l'eau qui fait le moins de transport. Hein. Ouais, Part parce de la sœur qui va directement. c'est un véhicule 100% électrique en plus. C'est une Exact. initiative que Onibi a fait. Donc, encouragez-les, supportez-les. Merci aussi de supporter le podcast, supporter Bon en salle. Continuez d'écouter nos épisodes. Grâce à eux et d'autres choses, on fait du bon contenu. Donc, merci Onibi. Et là, on va se rappeler que Onibi, c'est bon en salle. C'est bon, ça. Ah! Jean Balcon, merci. Wow. Bonjour et bienvenue à Bon en salle, le podcast du Tiers des Esquerres. Une présentation de Onibi, parce qu'Onibi, c'est Bon en salle. Ah oui. Et aujourd'hui, on a un invité bien spécial, mais avant de le présenter, puis qui nous juge le sang, là, j'ai comme un regard de colère, je pense qu'il arrive de ce côté-là. Mais avant de le présenter, je vais vous présenter mon comparse, Benoît Saint-Pierre. Benoît, ça va bien? Oui, ça va. Yes. Ouais, ça va super bien, Parce qu'on a... Tu vas prendre une belle gorgée? C'est bon. C'est bon. Ah, Ça. Et oui, vous l'aurez deviné, notre invité aujourd'hui, c'est Louis Morissette. Nul autre que Louis Morissette. Louis, comment ça va? Ça va bien, mais là, j'ai Véronique Cloutier qui arrête pas de m'appeler. On va lui dire, peux-tu nous sacrer patience? Ben, tu peux y répondre si tu mets ton micro à côté. Moi, je vais entendre ce qu'il va y avoir dans cette discussion-là, ça, c'est sûr. Hey, Louis, écoute, je suis vraiment content que tu sois là parce que j'ai... Hey, c'est-tu vraiment Véronique Cloutier qui t'appelle? Véronique, je suis dans un podcast présentement. Non, je te flushais pas volontairement. Je suis occupé, imagine-toi donc. Je suis ici pour travailler. Ouais, hey, ton Sébastien, il est devant moi. Tu veux-tu y parler? Ton maire d'Amos. OK, on s'en reparle. À plus tard, bye. Ouais, OK. je suis pas bien. Je voulais qu'on s'approche de Véro, mais là, on était au plus proche qu'on pouvait jamais être. Je pense que c'est ça. Hein? Exact. Hey, je l'ai commencé ça tout de suite. J'étais un gros fan de Taskmaster en Oui. Angleterre. Ouais. Vous avez fait une version. Oui. Puis j'ai déjà... Il faut que je te dise... Au Québec? le maître du jeu. Le maître du jeu. Qui est le maître du jeu, qui est notre ami Louis Morissette, avec son fidèle assistant qui est Antoine Vézina. Oui. Et j'ai une petite colère contre toi. Oui? Ah oui. Vas-y. T'es ben trop fin. Ouais. Que tu dois avoir écouté la version anglaise. Sûr. Puis, tu sais, surtout quand t'es dans le Vietnam, dans la catégorie des prix, tu donnes tout le temps genre 3 à tout le monde ou 5 à tout le monde. Pourquoi t'es fan de même? Une bonne question. Et je t'avoue qu'au début, la première saison, j'ai cherché mon ton un petit peu. J'aime ça, le flegme britannique, d'être un peu bête. Puis je pense que ça passe pas chez nous. Les gens, le grand public, là, c'est très 7,77 au Québec, quand tu connais nous fait. Tout de suite, ils prennent au premier degré. Tu sais, comme cette année, j'étais un peu plus dur avec Alex Perron. Hein? Puis, je reçois beaucoup de commentaires de gens comme « Ah là, ça suffit, là. Sois donc fin, mais j'annonce que c'est filmé en rafale, fait que ça va être de même jusqu'à la fin. » Puis, lui, il me permettait d'aller là, mais cette espèce de côté plus froid, plus pragmatique, puis non, oui, non. Peut-être que c'est combiné avec ma personnalité qui peut paraître des fois un peu au-dessus de ses affaires. Ça faisait comme trop de gomme ballon. Puis là, je me sentais pas bien de faire ça. Fait qu'à un moment donné, j'ai décidé d'être un petit peu plus gentil. Puis pour ce qui est des prix au début, moi, c'est le bout que j'aime le moins. Ouais. Je voulais, comme cette saison, on a demandé aux propriétaires du format de juste les enlever, de ne pas le faire, d'aller tout de suite dans des épreuves, et ils nous ont refusé ça. Ils veulent absolument, ça fait partie du format, et ils veulent qu'on le fasse. Mais moi, je trouve pas que c'est là que nos invités se démarquent particulièrement. J'aurais coupé.
cette affaire. Ouais, puis c'est vrai que je trouvais aussi que comme versus la version britannique, on dirait qu'ils se forcent plus, on dirait qu'ils sont plus intenses dans la recherche du prix, puis tandis qu'au Québec, ça va l'air plus lazy un peu. Puis... Oui, c'est comme, puis souvent, ils font presque pas. on les aide la journée même. Là. OK, ah ouais. Fait que moi, j'ai fait comme, OK, on coupe ça, là, puis ils veulent pas. C'est à comprendre que tu sais, par rapport à l'humour, on l'a vu un peu avec The Office, là, quand la première saison américaine elle a sorti, ça marchait pas tant parce que c'était l'humour très britannique. Puis là, quand ils ont mis leur savoir américaine, là, ça a marché. Oui. Fait que je peux comprendre la différence. Ben, c'est parce que, tu sais, quand tu as des gros marchés comme l'Angleterre ou les États-Unis, si tu décides que nous, on s'en va dans quelque chose qui va être un peu plus précis, on va avoir 10% du marché, c'est déjà beaucoup de monde. Ouais. Puis ça marche. Au Québec, si tu te dis, on va aller se mettre dans un 10%, ben tu fais pas 2 saisons. Parce que t'es trop petit, il reste plus assez de monde à l'antenne. Puis les gens, le Québec aime pas le débat, aime pas qu'on n'est pas fin. Il faut être fin. Puis si on n'est pas fin, il faut le faire avec un gros wink-wink. Des fois, c'est un peu gossant. Ouais. Mais tu sais, c'est pas le job un moment donné d'essayer d'éduquer le public tranquillement, pas vite, de les amener à sourire. Moi, me dire, éduquer le public. J'ai arrêté ce mandat-là, il y a belle vue. Ouais, surtout toi, en plus, c'est ça. Que je repensais, je faisais un peu le parcours de bien des moments dans ta carrière, dans ma tête tantôt, puis souvent, c'était des scandales. Puis il semble que tu as souvent eu le vent d'en face quand tu avancé, tu sais. On a parlé avec le bye-bye, même avec les mecs comiques, au début, tu étais le macho. Ouais. Puis là, après ça, tu étais le chum à Véro. Fait que tu dire que tu as tout le temps eu à te battre. Comment tu passes à travers une carrière de même, tu sais? Ben, au début, mon début de carrière était un peu chaotique, mais c'est pas, tu sais, ce n'est pas que la faute des autres. C'est-à-dire que même moi, je faisais pas toujours très bien les choses. Ma façon de m'exprimer, en fait, là, je considère que j'avais quand même souvent raison. Mais ma façon de l'exprimer n'était probablement pas la bonne souvent, ou trop frontale, tu sais. Mais, puis, tu sais, le public, à un moment donné, te donne une espèce de droit. Maintenant, je vais parler des bye-bye. Il te donne un droit d'écœurer puis d'être pas fin. Puis ce droit-là, il faut que tu l'acquiers avec les années, avec la relation que tu as avec eux autres. Fait que quand tu arrives comme un jeune baveux, ils te connaissent pas trop, t'es juste le chum de l'autre, puis pow, t'es super cinglant, ça marche moyennement. Tu sais, fait qu'il faut que... Il y a des choses qui m'ont amené dans certains pétrins quand j'avais 30 ans, que je dirais aujourd'hui à 50, qui passeraient facilement parce que le public comprendrait certaines affaires, comprendrait d'où je viens. Puis au Québec, pas tout en fait, mais surtout au Québec, je pense qu'on a un petit fondement judéo-chrétien qui aime bien... un bon fondement judéo-chrétien, je pense. Il est très fort, le fond. Puis qui aime bien que quand tu t'as mangé une coupe de claques puis tu reviens, là, ils sont comme, bon, ben, moi, il est revenu, là, puis il a compris des choses. Oui, mais tu sais, même à ça, parce que quand tu dis, tu sais, les gens manés te donnent un passe-droit, mais ton passe-droit, tu l'avais quand même déjà acquis avec ton rôle d'un mec comique. Tu dis qu'il a toujours fallu que tu le recommences. Ah non, tu penses pas? Non, je pense pas. Le mec comique, il y a plein de gens qui connaissaient pas ça. Ouais. Non, mais tu sais, 3 fois rien, puis tous ces moments-là, ça n'a pas permis de bâtir la personnalité publique de Lou Morissette? Pas du tout. Pas tant. En fait, puis je l'ai vraiment remarqué. Moi, j'étais à TQS, on travaillait à TQS, c'était TQS dans ce temps-là. Ouais. Puis, tu sais, 3 fois rien, c'était une émission qui fonctionnait bien. On était fiers de ce qu'on faisait. Puis là, tu penses que, OK, ben tu y arrives. Tu touches à quelque chose. Et là, tu t'en vas à Radio-Canada. Puis là, tu réalises que c'est pas le même monde qui regarde. C'est une autre façon de se comporter. La direction, c'est pas pareil. J'ai pogné mon nœud. C'est comme si j'avais pas... c'est ça. Là, je n'étais pas rendu sur cette marche-là, puis je ne l'avais pas senti. Fait que je l'ai compris juste en me pétant un peu la gueule et le nez. Mais c'est ça. Mais tu sais, je reviens à tu disais, éduquer les gens. Au début, là, mes premiers bye-bye, tu sais, on parle souvent là, de 2008 qui n'a pas bien été, mais après ça, j'ai quand même fait 2010, 11, 12, 13, 14, 15. Fait que, tu sais, j'en ai fait 6 autres après, qui ont tous bien été. Puis tu finis par... Au début, là, je me disais, comme il y a 4 millions de personnes qui écoutent, on peut peut-être avoir un poids. On peut peut-être avoir une voix qui va porter. Puis là, tu fais un sketch où tu parles, mettons, de Jean Charest, puis de toutes les fraudes qui étaient reliées au Parti libéral. Puis tu sais comment que ça allait pas bien, puis comment le public se faisait fouler. Puis là, tu te dis,
ça, là, ça, si le public ne catch pas, là, j'y peux plus rien. Ouais. Les élections étaient 3 mois plus tard, puis ils rentraient. Comme, regarde, on n'a pas... Même, puis regarde aux États-Unis, les élections américaines, les artistes se sont ralliés derrière Kamala Harris. Ça ne l'a pas empêché de se faire battre à perte dans les États clés. C'est comme pas juste dans les États clés, partout. Il y a certaines places. Il y a la Californie, New York, le Wisconsin. Il y a quand même eu des États démocrates qui ont été perdus. Des affaires qui étaient... Après, ça n'a pas bien été. Non. Fait que, tu sais, c'est comme si les artistes, le public se disait « Divertissez-nous, là. Pour le reste, ça m'intéresse pas tant. » C'est ce que vous pensez. Je veux que tes jokes soient drôles, pas intelligentes. Moi, je veux que tu sois funné, divertis-moi. Tu me diras pas quoi faire du reste de ma vie. Puis c'est plate jusqu'à un certain point, dans le sens que un artiste, ben, c'est un citoyen comme un autre. Oui, tu peux être un artiste, mais tu peux avoir ton point de vue citoyen, mais présentement, moi, être un politicien, je ne m'associerais pas trop aux artistes. Mais ça me fait penser, mettons, si Yvon Deschamps commençait sa carrière aujourd'hui, il pourrait-tu faire la même affaire qu'il a faite? Parce que lui, c'était quand même engagé, son humour. Ben, c'est sûr qu'il ne pourrait pas le faire de la même façon. Non, c'est sûr. Le mot en N était dans le numéro, puis il ne pourrait pas. En même temps, il ne serait pas loin. Dans le sens, ce serait juste une adaptation un peu. Mais Yvon, c'est Yvon. Oui. Yvon, c'est un maître. C'est un maître de l'écriture, de la précision de l'écriture. Son personnage de scène était clair. Le physique qu'il avait avec son personnage de scène, clairement, là, c'était pas. On comprenait bien ce qu'il était, le deuxième degré derrière. C'est sûr que ça, parce que j'ai vu une entrevue de lui à la télé récemment qui devait dater des années 70, puis la fille, elle le regarde, puis elle dit, vous aimez pas les femmes, hein? Puis la première réaction, fait, ben non. Ben non, j'aime les femmes. On n'est pas à l'abri. Tu sais, il y aurait. On n'est pas à l'abri des abrutis, là. On n'est jamais. Puis là, ils ont des tribunes pour le dire. Fait que, est-ce qu'il y aurait un peu de vent de face? Peut-être. Mais un 10%. Il y a un 10% de la population qu'on ne peut pas rien faire qu'eux autres. C'est comme, tu comprendras jamais. Puis même quand je te l'explique, tu ne comprendras pas. Puis que même quand il y a un article, ben, tu ne le lis pas. Il y a encore un grand pourcentage de gens qui sont des illettrés fonctionnels, là. Fait que, ils lisent des titres, mais ils lisent un article, puis ils ne comprennent même pas. Tu poses une question après, puis tu fais sur Facebook, tu fais un post pour dire « Je serai à Amos tel soir, toutes les dates de tournée sont sur le site. Est-ce que tu vas venir à Sherbrooke? » Là, je t'ai mis un lien, je t'ai dit les dates là. Puis là, c'est pas là, je vais revenir à Montréal, là, est-ce que tu vas venir un jour à Amos? J'étais là hier. mais les gens sont durs à rejoindre. Il y a comme une tranche de gens que tu peux rien. Fait il y avait son lot de critiques à l'époque. Oui. Il les aurait encore. Mais il passerait à travers ça pour devenir quand même. C'est quand même un phénomène. En même temps, il faut mettre dans le temps les choses. C'était pas... Oui, il faut remettre. Il ferait à sa façon d'aujourd'hui. Oui. Mais je pense quand même que c'est un talent particulier et exceptionnel. Là, ce soir, ce que tu es venu présenter, c'est ton premier one-man show? Oui. Rendu à quel âge? 51. J'avais 50 quand j'ai commencé. Pourquoi à 50 ans, t'attendais à 50 ans faire ton premier one-man show? Parce qu'il était dans le jus avant. Quand OTV prenait trop de place. C'est une partie de la réponse. OK. Pepper aussi prenait trop de temps. Mais j'ai fait plein d'autres choses. C'est un concours de circonstances, en fait. Mais c'est sûr que rendu dans la quarantaine, je m'étais dit, OK, à 50 ans, dans la cinquantaine, je veux le faire. J'avais fait un deuxième spectacle avec Véro, mais elle me lâché. T'avais-tu... On l'appelle pour lui dire. Ouais, tu sais. Mais t'avais-tu l'intention déjà, au début de ta carrière, de faire un one-man show? Ah oui. Mais en fait, moi, j'ai gradué de l'école de l'humour en 96. C'est vos mondes, les gars? Oui. Ouais. J'avais 11 ans, mais... J'étais gradué en 96. J'étais stand-up comique. Fait que je faisais... Là, après ça, ben comme... C'est une histoire courte, là. Mettons, j'avais une vingtaine de minutes, mais là, les gens nous appelaient pour faire 1 heure. Dans la tête des gens, ils font comme, viens juste faire 1 heure. C'est l'ouvrage, faire 1 heure? Ouais. Mais là, on n'avait pas ça. Fait que là, on se mettait à 2-3 pour faire 1 heure. Puis là, j'appelais Jean-François Barry, Alex Perron, des gars avec qui je m'entendais bien à l'école de l'humour. Puis là, de fil en aiguille, on a fini par faire un groupe ensemble. Mais au début, dans les mecs comiques, je faisais du stand-up. Puis après, la télé nous a comme
à P, puis on a fait un show à sketch, puis on a fait 3 fois rien. Je suis devenu scénariste de fiction, je suis devenu producteur, je fais des films, puis je suis jamais retourné faire de la scène. Mais c'était ce que je voulais faire au départ. Tu sais, en 97, 18, 19, je faisais des bars avec Laurent Paquin, Mike Ward, toutes ces affaires-là, Mathieu Gratton, puis tous les gars avec qui je graduais. C'est ces jokes-là que tu as ramené dans ton premier one-man show? Non, pas tant, non. Boy, il irait très, très bien. Après ça m'a pris comme 20 ans avant de le refaire avec... j'ai fait beaucoup de télé, puis je l'ai fait avec Véro. Puis pendant que j'étais avec Véro, déjà, je disais, tu sais, après, quand on va avoir fini, nous deux, ce qu'on a à faire, je vais faire un show solo, puis avec la trame que je fais actuellement. Fait que quand on a décidé, moi, j'avais écrit le 2e spectacle des Morissette, est arrivée la pandémie, Véro, ça ne tentait plus, elle trouvait qu'il y avait trop de choses, que c'était trop dans sa vie. Elle m'a dit, sais-tu quoi, moi, le show que tu veux faire tout seul, c'est lui que je veux vraiment voir. Fait que ça me tente plus, va faire ton show. Puis me voilà. Puis comment tu travailles? Parce que, tu sais, on sait qu'il y a du rodage, il y a des périodes de rodage. Est-ce que tu l'as fait dans les bars? Est-ce que tu l'as fait dans les salles? Comment tu as travaillé? Non, je ne l'ai pas fait dans les bars parce que, écoute, le show, il était... Au début, j'ai écrit une affaire, je ne savais même pas ce que ça allait donner. Mm-hmm. Je l'ai écrit un peu comme un film, en fait. Je l'ai écrit en 3 actes. Puis, je ne sais pas si ça allait être un show de télé, un film, un spectacle. Puis je l'ai envoyé à François Havard, qui est mon partenaire d'écriture depuis une vingtaine d'années, au-dessus de 25 ans maintenant. Puis lui, il m'a dit, je pense qu'on devrait faire un show. Là, on s'est rencontrés, puis on est allé travailler le spectacle. Mais c'est une histoire que je raconte. Fait que les bouts se coupent pas vraiment pour le faire dans les passes. C'est pas que je voulais pas, c'est que prendre un 10-15... Ouais, hors contexte. Hors contexte, ça fonctionne pas vraiment. Fait que je suis tout de suite allé écrire un spectacle que j'ai appris, puis j'ai fait dans des 100 places, 125 places, puis que j'ai placé j'ai fait une 40aine de rodages, puis me voilà. T'as-tu changé beaucoup de choses depuis l'écriture originale aujourd'hui, mettons? Pas tant. Non? C'est-à-dire, oui, mais la structure est restée la même. J'ai surtout coupé des choses, ajouté certaines affaires, mais j'ai surtout coupé des choses. C'était beaucoup trop long. C'était difficile de couper des parties? Non. Non? OK. Maintenant, c'est le public qui... Tu sais, oui, c'est le public. Quand tu es sur scène, puis ça marche moins bien... Mais comme tu disais que c'était comme une histoire, des fois, si tu coupes des parties, tu peux perdre un peu la ligne. Ouais, non, j'ai pas eu besoin. J'ai pas eu besoin de couper des gros chunks. Okay. Des fois, c'est comme moi, ça, je l'ai parlé trop longtemps. Chaque affaire, de resserrer le plus possible. Essayer différentes affaires. Mais il y a un show américain Billy Crystal a fait un show qui s'appelle 700 Sundays à Broadway, qui est un show exceptionnel, qui a fait partie de ma réflexion à l'écriture. Il raconte sa vie un peu à travers ça. Et lui, c'est plus théâtral, c'est Broadway, il y avait de la musique, tout, dessus. Des fois, il racontait des affaires, puis il y avait comme un bed musical en dessous. Je l'ai essayé un soir, et j'ai haï ça. Pendant c'est ça. Je savais pas comment dire aux techniciens et à la metteur en scène qui était là, arrêtez-moi ça, m'a me gonner. Il a fallu que je me rende à la fin du show, là. Mais c'est ça, on l'a fait juste un soir. Ouais. Ça aurait été bizarre, le gars sur le scène qui fait comment qu'on arrête ça tout de suite, s'il vous plaît? Et j'ai failli. C'est quoi? La musique, là, je voulais essayer de quoi? C'est une fausse bonne idée. Enlevez-moi ça jusqu'à la fin du show. Faites comme non, tough. Peut-être qu'il y a des moments que tu vas trouver que ça fait plus de sens. Finalement. Non. Fait que ce que je comprends, c'est que c'est un spectacle biographique. Tu fais le retour de... Pas mal. Je reparle beaucoup justement des controverses. Comment elles sont arrivées? Tu parlais des erreurs. C'est quoi les erreurs que j'ai faites? C'est que pourquoi je suis de même? On est arrivé à 50 ans. Pourquoi t'es de même? Pourquoi mes défauts, j'ai de la misère à m'en défaire, puis comment j'essaie de m'améliorer aussi. Puis au final, ça finit par parler à tout le monde parce que je parle d'épisodes où, tu sais, de burn-out, puis de blessures, puis de moments durs, mais tout le monde, dans chacune de nos vies, on a des moments où ça va pas bien. Puis comment on réagit par rapport à ça. Tu sais, il y en a qui vont se jeter dans la drogue, dans l'alcool. Moi, je me suis jeté dans le travail, comme bien les gens aussi. Fait que, tu sais, le commentaire que je reçois le plus souvent, tu sais, c'est « Ah, j'ai beaucoup ri, mais tu m'as fait réfléchir aussi, puis
Il y a beaucoup de femmes qui écrivent plus que des hommes, souvent qui écrivent sur les réseaux sociaux, puis m'écrivent des beaux messages. Je dis, mon chum, je pense qu'il a été 20 minutes dans le char en retour, pas dire un mot du mot. Il était juste comme un peu ébranlé parce que t'es allé rentrer direct dans sa vie. Fait que je reçois beaucoup de messages d'hommes ou de femmes, beaucoup de femmes qui parlent de leur conjoint. Espèce de gars qui n'ose pas dire là, qu'il a mal, mais qui a mal, puis qui est tanné. Fait que, mais humoristiquement, j'en parle de façon... Là, aujourd'hui, je suis capable d'en rire. Là. Ouais, mais j'imagine que t'aurais fait il y a 20 ans, peut-être. Faire ce show-là il y a 15 ans. Le lendemain du bye-bye, fuck you tout le monde. Non, je riais pas beaucoup. Je comprends. Ouais. Puis, ça t'a-tu donné le goût de continuer à faire des shows ou tu t'es dit c'était un one and off, puis après ça, on arrête? Je le sais pas. J'ai commencé en me disant, c'est une fois. Mais tu sais, moi, je suis un gars de projet. Fait que là, je suis dans celui-là. Ce soir, c'est notre 95e représentation. Je vais en faire à peu près 150. Fait que je suis comme... Là, je suis passé la moitié. Là, je viens d'être financé pour faire un film l'été prochain. Fait que là, j'ai très hâte de faire le film. J'aime ça. Je suis comme... J'aime le prochain projet. J'ai de la difficulté à vivre dans le moment présent. Parce que, on pourrait appeler ma femme. Ça l'agace beaucoup. T'es toujours dans le produit. On peut-tu comme profiter du bonheur qu'on a aujourd'hui sans se dire « Ouais, c'est cool, mais ça serait vraiment cool si on faisait ça l'an prochain. » Fait que ça, c'est très moi. Fait que je me risque à dire « Je vais finir la tournée, je vais retourner faire un film, peut-être 2. Puis après, je vais avoir le goût de revenir sur scène faire autre chose. » Et je ne sais pas où Justin va être rendu. Peut-être que ça va être un show où lui va être en vedette, puis moi, je vais avoir une portion plus petite dedans. Tu vas faire son opener. Où je vais faire juste 30 minutes, puis lui, il va faire 1 heure. Je ne sais pas, tu sais. Ouais. Mais peut-être que... Mais tu te mets pas de pression à dire je vais refaire un autre 1 heure. Ça se peut que ce soit un 15-20. Moi, je vais faire de quoi que je vais trouver trippant. Ouais, J'ai pas encore l'idée. Okay. Si j'avais l'idée, je pourrais dire oui, je vais le refaire. J'ai pas encore l'idée. Puis je reviendrai pas sur scène pour faire du stand-up de ouais, il y a un poil de poche sur le savon dans la douche. Ouais. On l'a fait. Ça va être quoi l'angle? Ouais. Tu sais, je l'ai finir là-dessus, mais je vais te poser une question rapide. Comment c'est de faire la tournée avec ton fils? Est-ce que c'est quand même cool, là, tu sais, que c'est une tournée complètement par fils là-dessus? Non, c'est très, très le fun. Écoute, pour moi. Peut-être que pour lui, des fois, c'est lourd un peu. On s'entend très bien. Je pense qu'il y a du fun, mais c'est sûr que tu as ton bonhomme, tu sais, qui est là, puis qui t'écoute chaque soir, puis qui fait comme, oups, tu vois, ce soir, tu l'as laissé tomber celle-là. T'es rentré, là, tu vas trop vite. Là, on travaille son prochain numéro, là, dans le jour. Fait que, il écrit des affaires, je regarde ça. Mais tu sais, en même temps, il y a tout l'autre aspect. On passe beaucoup plus de temps pas sur scène que sur scène en tournée. Fait que, tu sais, hier, on était à Val-d'Or. On a loué une glace, puis on est allé patiner tous les deux. Jouer au hockey. C'est juste, on joue au pickleball partout. On aime bien, j'aime bien faire du sport avec lui. Fait que, humainement, ça va être des beaux souvenirs. En tout cas, que moi, je vais garder. Je pense que lui aussi, il commence à... Lui, il va tout refaire. Ça, lui, c'est sûr qu'il va faire tout ça. Il veut continuer, ouais. Ben, il veut. S'il continue, il va tout refaire ces villes-là, puis il va penser à son vieux bonhomme à la maison, là, comment c'était avec dans le temps que son père payait tous les soupers. Qu'il pouvait garder son perdième. Ah ouais, il était content. Ah, écoute, il y a du bon vin, quand il va être pogné le bois de la piquette. Nicolas Laloux en boîte. Il va être content. Ah ben écoute, Lou Morissette, c'est tout le temps qu'on avait. Je te remercie beaucoup. Ah, merci, c'est le fun. Et encore une fois, je me suis planté dans ma fin. Ouais, voici, hein? Mais merci beaucoup. En fait, merci beaucoup. Je veux aussi remercier Onibi, qui est aussi partenaire de Sous Pression, son spectacle. Ouais. Parce qu'Onibi, quand tu l'ouvres, ça fait fait que Sous Pression, je pense que ça fait du sens. Ah oui, c'est vrai, c'est bon. Non, c'est juste, je veux boire de l'eau. Puis je voulais pas de bouteille de plastique. J'aurais pu avoir, bien évidemment, une bouteille réutilisable, mais je disais à l'équipe, on peut-tu avoir quelque chose qui est québécois sur scène? Je peux-tu avoir un produit québécois? Puis c'est comme ça qu'on est entré en contact avec l'équipe de... Oui, parce qu'il en reste plus bien, des propriétaires québécois. Putain.
Pas en plastique aussi. Là. Pas en plastique. Pas en plastique. Ouais, c'est ça. Fait que c'est comme ça que je suis bien content d'être avec la gang. Ils sont tellement bien fins. Et ça vient d'ici. Fait que t'as toujours un petit peu de l'Abitibi avec toi. C'est génial. Je veux dire un dernier gros merci au Terre des Escales. Sur ça, mon nom était Pierre-Marc Langevin. Ben non. Prochaine entrevue. Mon poteau. OK, bye.